Bonjour, une vidéo concernant les transferts thermiques lors d'un changement d'état. On commence par donner une définition du transfert thermique. Donc on parlera de transfert thermique lorsqu'il s'agira d'étudier un système qui gagne, qui reçoit ou qui perd de l'énergie sous forme de chaleur. Le transfert thermique, que l'on note Q, sera exprimé en joules puisqu'il s'agira d'énergie. Si on étudie un système, donc une espèce chimique qui reçoit de l'énergie, on dira que cette espèce chimique reçoit un transfert thermique positif. Si cette même espèce chimique, cette fois-ci, cède, perd de l'énergie, son transfert thermique sera noté négativement. Donc le transfert thermique est une grandeur dite algébrique. Selon que sa valeur est positive ou négative, elle indiquera si le système étudié gagne ou perd de la chaleur. Alors cette chaleur, elle vient d'où, elle va où? Donc quand on reçoit de l'énergie, on peut imaginer que l'espèce chimique peut recevoir cette énergie de l'air ambiant qui a une haute température, plus importante que la température de l'espèce chimique, ou peut recevoir cette chaleur par exemple d'une plaque chauffante. L'énergie perdue par une espèce chimique, on peut imaginer qu'elle part dans l'air ambiant. Cette énergie est dissipée dans l'air ambiant. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de transfert thermique, il faut toujours indiquer le système étudié, puisque là, par exemple, si le système étudié devait être l'air ambiant ou la plaque chauffante, dans ce cas-là, le transfert thermique lié à cet air ambiant ou cette plaque chauffante serait perdu, donc le transfert thermique serait négatif. Si là je l'ai noté positif, c'est parce que je travaillais sur le système espèce chimique. De la même manière, l'air ambiant ici reçoit de l'énergie, donc le transfert thermique associé à cet air ambiant serait du coup positif. Là je l'ai noté négatif parce que j'étudiais le système qui est l'espèce chimique. Donc on note bien qu'il faut toujours préciser le système étudié quand on parle de transfert thermique. Donc on étudie dans cette vidéo le transfert thermique dans le cas des transformations physiques. Donc ici, les changements d'état. Un petit diagramme qui rappelle les différents changements d'état. Le système étudié, ce sera donc l'espèce chimique qui change d'état. Et l'on sait que pour passer du solide au liquide ou au gaz, il faut un apport d'énergie. Donc le transfert thermique est donc positif. On dit que la transformation de fusion, vaporisation ou sublimation, c'est une transformation endothermique. Donc endo, c'est un préfixe grec qui veut dire vers l'intérieur. Donc il faut que de la chaleur aille vers l'intérieur du système. Transformation endothermique. Inversement, lors de la liquéfaction, de la solidification ou de la condensation, il doit y avoir libération d'énergie, donc un transfert thermique négatif. On aura affaire à des transformations exothermiques. De la chaleur, exo, part vers l'extérieur, est libérée. Donc il est possible d'accéder à la quantité d'énergie reçue ou cédée lors d'un changement d'état par la relation qui est ici. Donc Q, c'est la chaleur transférée, M, c'est la masse du système qui subit le changement d'état, et L, ce sera une grandeur qu'on appelle énergie massique de changement d'état. On appelle aussi cette grandeur chaleur latente. Donc cette grandeur, c'est une grandeur que l'on trouve dans des tables qui dépend du changement d'état étudié et qui dépend également de l'espèce chimique qui subit ce changement d'état. Alors, pour les unités, la chaleur échangée est donc en joules, la masse en kilogrammes, et de fait, la chaleur latente sera en joules par kilogramme. La chaleur latente est une grandeur algébrique. Vous la trouverez positive pour les changements d'état qui nécessitent un apport d'énergie. Elle sera négative lorsque le changement d'état libère de l'énergie. Par exemple, pour l'eau, on peut trouver que l'énergie massique de changement d'état correspondant à la vaporisation est de 2,3 10 puissance 6 joules par kilogramme.
Connaissant cette valeur, je peux en déduire la chaleur latente qui correspond à la liquéfaction, qui est la transformation inverse de la vaporisation. Cette valeur est de moins 2,3 10 puissance 6 joules par kilogramme. Pour la fusion, on peut noter par exemple que c'est plus 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Alors, sachant ceci, une petite application. Quelle est la valeur de l'énergie mise en jeu lors de la solidification de 50 grammes d'eau? Vous pouvez faire pause pour y réfléchir et voici la solution. On applique donc la formule donnée précédemment. Petit souci, la chaleur latente de la solidification ne m'a pas été donnée. Il va falloir donc que je la trouve. Je remarque que la solidification, c'est la transformation inverse de la fusion. On m'a donné la chaleur latente de la fusion. Je peux en déduire que celle de la solidification, c'est l'opposé. C'est donc moins 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Je peux donc faire le calcul en prenant bien soin de mettre la masse du système étudié en kilogrammes. Et donc la réponse est donc moins 1,7 10 puissance 4 joules. Donc comment je réponds à la question quelle est la valeur de l'énergie mise en jeu? La valeur de l'énergie mise en jeu, c'est donc 1,7 10 puissance 4 joules, ce n'est pas le moins. Le moins n'est là que pour rappeler que cette énergie est libérée par le système. Donc la réponse à donner, c'est l'énergie nécessaire, c'est 1,7 10 puissance 4 joules. Et j'explique que cette énergie-là est cédée par l'eau, est libérée par l'eau. Alors, un petit focus maintenant sur un point délicat. Donc, il faudra bien comprendre que lors d'un changement d'état, le transfert thermique, donc l'apport ou la perte d'énergie, est là pour modifier l'arrangement des entités. Donc par exemple, dans le cas du glaçon là qui est en train de fondre, la chaleur apportée permet le changement d'état de l'eau solide en eau liquide. Autrement dit, permet la désorganisation du système, puisque l'eau, quand elle est sous sa forme solide, les molécules sont bien organisées, bien agencées. Quand elle passe sous sa forme liquide, il y a une désorganisation ici des molécules. Donc tout le transfert thermique n'est là que pour passer de cet arrangement bien structuré à cet arrangement-là beaucoup moins bien structuré. Donc on est là pour modifier l'arrangement des entités. Mais pendant ce transfert d'état, la température du système n'est pas modifiée. En aucun cas, on a une modification de température. Alors par exemple, si je regarde ici comment évolue au cours du temps la température de mon système, on imagine qu'au départ, on a un glaçon qui est à moins 5 degrés, donc qui est sous sa forme solide, et là, je lui apporte de la chaleur. Donc toute la chaleur ici va permettre de monter la température, d'augmenter la température de mon glaçon. Pendant toute cette partie-là, tant que le glaçon est en dessous de 0 degré, au niveau de la température, il reste sous sa forme solide. Donc là, j'augmente la température de mon solide. Mais quand j'arrive ici donc à 3 minutes, la température du système a atteint 0 degré. Dans ce cas-là, toute la chaleur que je vais lui transférer ne va plus permettre, vous voyez ici, d'augmenter la température, mais va permettre de désorganiser l'arrangement de mon glaçon pour qu'il devienne liquide. Donc au départ, beaucoup de glaçons et un petit peu d'eau liquide. Donc le système a été un petit peu désorganisé et puis à force de lui transférer de la chaleur, tout le système va être désorganisé. Donc je vais passer sous forme liquide et puis j'aurai de moins en moins de solide. À 7 minutes, on imagine que toute la désorganisation a eu lieu, donc tout est passé sous forme liquide. Donc à partir de là, je vais me retrouver qu'avec de l'eau liquide et donc le transfert thermique que j'apporte va permettre de nouveau d'augmenter la température de mon système. Donc bien comprendre qu'un transfert thermique peut effectivement permettre une modification de température, mais pas forcément. Le transfert thermique peut simplement permettre la modification d'arrangement des entités. Donc ici, pendant tout le temps ici de la fusion du glaçon, l'eau va rester à 0 degré malgré l'apport de transfert thermique puisque celui-ci ne va pas servir à augmenter la température mais bien à désorganiser mon glaçon.
De la même manière, ici j'ai de l'eau qui bout, qui est en train de bouillir, donc je lui apporte de la chaleur et l'eau va malgré tout rester à 100 degrés malgré l'apport continu de chaleur. Ça reste à 100 degrés puisque toute la chaleur apportée va permettre la vaporisation de l'eau, donc faire passer l'eau sous forme liquide en eau gazeuse. Donc là, mon eau va rester, quoi qu'il arrive, à 100 degrés. Voilà. Alors, au bilan, il faut savoir définir ce que c'est qu'un transfert thermique avec les termes endo- et exothermique. Vous devez aussi savoir calculer le transfert thermique lors d'un changement d'état en comprenant ce que signifie la lettre L. Vous devez comprendre l'exemple qui est ici en sachant comment exprimer la réponse ici trouvée numériquement par calcul. Donc comprendre que le signe moins ou plus n'est pas là pour donner la valeur de l'énergie, mais n'est là que pour traduire le fait que si cette énergie est cédée ou au contraire reçue. Et puis comprenez bien que le transfert thermique, lors d'un changement d'état, permet de modifier l'arrangement des entités, mais qu'il n'y a pas du tout d'augmentation ou de baisse de température pendant tout le changement d'état. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.